Après la campagne de Gaule, Attila sent une fatigue inhabituelle pour lui. Il a maintenant 56 ans. Ses cheveux commencent à blanchir. Les hémorragies désagréables du nez à quoi il portait avant si peu d'attention sont devenues plus fréquentes. Son fils aîné Élac a presque 40 ans. Soudain, Attila décide qu'il doit annoncer son testament. Certes, il vivra encore longtemps. Mais il faut déjà commencer à préparer ses fils au futur. Ils ne comprennent pas encore toutes ces idées. C'est vrai qu'il n'a jamais eu le temps de les leur expliquer beaucoup. Mieux vaut tard que jamais. Il a encore assez de temps. Attila étale une carte sur la table et commence à réfléchir. Il faut avant tout garder l'unité de l'Empire, qui doit se développer comme une union de formations autonomes. Autrement, il est absolument impossible de diriger ces territoires immenses. Élac sera l'empereur fédéral. Onégèse, avec son grande expérience, l'aidera. En plus, il est son ancien professeur. Élac connaît bien la Grande Steppe, mais comprend peu les mondes romains et germaniques. C'est pourquoi Attila l'a fait participer à sa guerre à l'ouest. Élac était heureux d'atteindre la dernière mer occidentale. Il devra ensuite, comme Attila, voyager beaucoup dans l'Empire immense. Euernac, son fils cadet, gouvernera la Gaule, l'Italie et les autres territoires appartenant actuellement à l'Empire romain d'Occident. Pour gouverner avec succès ces territoires, il doit recevoir, tout comme son père, une formation gréco-romaine. C'est pourquoi, il peut être aidé par Édécone, guerrier des steppes. L'avantage d'Édécone est que tout en connaissant parfaitement les traditions de la Grande Steppe, il possède l'esprit strict de l'ingénieur inné. On prédit qu'Énac aura une descendance brillante. Qu'il soit donc le successeur d'Élac comme empereur fédéral. Géisum, qui a du sang gépide, régnera sur les Balkans. Il sera assisté par Oreste, originaire de la Pannonie, qui a géré brillamment les territoires balkaniques occupés pendant la guerre avec l'Empire romain d'Orient. Certes, le roi Ardaric aidera aussi son neveu. On ajoutera ensuite à cette partie de l'Empire Rhin les autres possessions actuelles de l'Empire romain d'Orient. Uzun Tur gouvernera l'Allemagne et l'Europe centrale de l'Oder au Dniepr. Dengizik régnera sur les territoires du Dniepr à la Volga, l'Oural et la Sibérie. Emnetzar gouvernera les steppes du Caucase aux périphéries les plus orientales de l'Empire. Toutes ces parties de l'Empire seront à leur tour des fédérations d'États autonomes, de peuples et de tribus. Il faudra beaucoup de travail afin de bien faire fonctionner ce système politique. Il doit terminer cette grande guerre plus vite que la précédente. Le temps lui manque cruellement pour mener à bien tous ses projets. Mais il a déjà fait beaucoup. Les Huns, après quelques siècles d'anarchie, ont perdu de nombreuses traditions impériales. Heureusement, ils ont gardé intacte leur organisation militaire, leur religion tangraïste et le respect des lois principales de Modun Khan. Mais jusqu'à Attila, pendant des décennies, les Khains se contentaient du titre honorable de généraux romains et de la solde correspondante. Plusieurs princes avaient des titres d'officiers. Les autres Huns servaient, souvent sans permission de leur camp et princes, comme mercenaires chez les Romains. Oros et Attila ont fait de très grands efforts pour réunir de nouveau les Huns et recréer l'Empire sur les nouveaux territoires. Maintenant l'Empire du Nord est solide comme jamais. On croit qu'il existera longtemps. Mais une inquiétude vague serre le cœur d'Attila. Les guerriers des steppes reconnaissent seulement les souverains qui peuvent prouver par leurs actions que Tangra leur est favorable. Attila est reconnu par eux depuis longtemps. Mais dans les steppes il y a beaucoup de chevaliers ambitieux de nobles familles royales et princières. Ses fils réussiront-ils à garder le pouvoir sur tous les vassaux guerriers? Sinon, la steppe sera plongée de nouveau dans l'anarchie. Ensuite apparaîtra inévitablement un roi fort qui fondera un nouvel empire des steppes.
Mais il sera probablement un conquérant cruel. Attila met la carte au milieu de la table et ordonne à sa garde d'ouvrir la porte. Entre ses fils et Lac, Uzun, Tour et Dengizik ayant les titres de Khan ou de prince et les compagnons les plus proches, Onégèse, Oreste et Édécon. L'empereur les invite à s'asseoir. Nous parlerons aujourd'hui de l'avenir de notre empire et du monde entier. Julia s'exclame, « Tu es désigné futur vice-empereur des Balkans. » Oreste sourit, « On peut dire comme ça. » Attila passe à la phase finale de la réalisation de son union entre les Romains et les Huns. Disons à la soumission définitive des Romains. Ma chère, ne soupire pas. Nous avons discuté cette question 1000 fois. Attila comprend que son futur grand empire sera nécessairement romano-hunnique. Les Romains et les Huns sont deux peuples avec de fortes traditions impériales dont les cultures se complètent heureusement. Les Huns domineront dans les forces armées et les Romains dans l'administration, l'économie et le commerce. C'est vrai que les Huns ne frappent même pas leur propre monnaie. Et les Romains ont perdu leur valeur guerrière. Attila se prépare à envahir l'Italie. Maintenant nos propriétés près de Petavium seront sur la route de mon armée. Je renforcerai notre garde privée pour bien les protéger. Il sera mieux que ton père reste dans une de ces villas sous prétexte d'une maladie et ne parte pas pour Ravenne ou Rome. Les empires du Nord, d'Occident et d'Orient seront bientôt réunis en une grande union.